Panama. Vous en avez probablement entendu parler grâce au célèbre canal de Panama. Et si vous ne saviez pas ce que c'était, le président récemment installé des États-Unis l'a probablement déjà changé. Pour beaucoup, c'est probablement tout ce qu'ils savent sur ce pays d'Amérique centrale. J'admets que je ne connaissais pas grand-chose sur le Panama avant mon arrivée ici. Mais plus je passais de temps ici, plus je réalisais que le Panama est bien plus que son canal. Ici, on trouve des gens très gentils et certains des fruits de mer les plus frais que j'ai jamais mangés. Oh, et ai-je mentionné les plages paradisiaques et les températures minimales toute l'année de 21 degrés Celsius? C'est vraiment toute une aventure. Le destin du Panama en tant que nation souveraine est intimement lié à celui du canal de Panama. En 1904, les États-Unis ont aidé le Panama à obtenir son indépendance de la Colombie en échange des droits de construire et de contrôler le canal, y compris une zone s'étendant sur 5 miles de chaque côté de la ligne centrale, appelée la zone du canal, qui est passée sous la juridiction des États-Unis. Le contrôle du canal a finalement été transféré au Panama en 1999, mettant fin à 100 ans d'occupation américaine sur le territoire panaméen. C'est vraiment impressionnant de venir au canal de Panama et de regarder les navires traverser les écluses. Pensez que cela a été construit il y a plus de 100 ans. C'est un exemple incroyable d'ingénierie humaine. Comme l'océan Pacifique et l'océan Atlantique sont à des niveaux différents, ils ont essentiellement dû construire un ensemble d'écluses pour pouvoir élever ou abaisser l'eau au niveau requis, puis le navire peut poursuivre son voyage. C'est assez fou et toute l'eau qu'ils utilisent est de l'eau douce qui provient du lac Gatun qu'ils ont créé en retenant la rivière Chagres. Donc les navires qui passent en ce moment viennent du côté de l'océan Atlantique. Et il faut environ 8 à 10 heures à un navire pour traverser tout le canal. Il finira évidemment de l'autre côté, sur l'océan Pacifique, à Panama City. Je dois dire qu'ils ont vraiment su tirer parti de l'aspect touristique du canal, car il y a énormément de gens qui viennent ici pour voir les grands cargos passer par les écluses. Vraiment, cette voie navigable interocéanique est stratégiquement tellement importante. Et quand on vient ici, on se rend compte que le Panama est vraiment le carrefour du monde. Je veux dire, les Panaméens sont très très fiers du canal. Vous savez, après tout, c'est le canal de Panama. Je suis dans le Casco Viejo, ou le vieux quartier historique, et c'est ici que vous allez voir beaucoup d'architecture coloniale datant de l'époque espagnole. Mais il y a aussi d'autres types d'architecture comme l'art déco qui montrent vraiment ce mélange de cultures au fil des siècles au Panama, comme les influences françaises et caribéennes. Ils ont donc dû reconstruire la vieille ville parce que l'original, Panama Viejo, a été réduite en cendres par le pirate britannique Henry Morgan. Ce quartier est incroyablement charmant. Vous avez de magnifiques bâtiments rénovés, mais il y a aussi un charme très ancien parce qu'il y a beaucoup de palais et de demeures coloniales un peu délabrées. Donc, c'est vraiment une très belle partie de Panama City. Voici la Plaza Francia, la place de France. Elle rend hommage au rôle des Français dans la construction du canal de Panama. Ce sont eux qui ont initialement lancé le projet en 1880 et ils ont perdu des milliers d'hommes à cause du paludisme et de la fièvre jaune. Donc, l'obélisque avec le coq tout en haut est un monument dédié aux Français. Et vous avez les bustes de citoyens et d'ingénieurs panaméens et français très importants qui ont joué un rôle majeur dans la construction du canal. On pense que le mot Panama vient d'un terme indigène signifiant « terre de poissons abondants ». Et avec le pays assumant le rôle d'un centre économique mondial important au 21e siècle, la notion d'abondance semble plus pertinente que jamais. Le marché aux fruits de mer de Panama, le Mercado de Mariscos, se trouve au pied du quartier historique de Casco Viejo. Et, comme on peut s'y attendre, il est très animé. Le Panama a la chance d'avoir deux grands océans de chaque côté, l'Atlantique et le Pacifique, ce qui signifie une chose, une abondance de poissons et de fruits de mer. Et c'est ici qu'il faut venir pour tout voir, le marché aux poissons, directement à la source.
Quel est le poisson que les gens mangent le plus ici au Panama? C'est la courbine? Wow, elle est très grande, non? On la pêche où, ici? Dans toute la mer. Dans toute la mer? Le côté Pacifique? Ah, les deux. Apparemment, le Japon a beaucoup à voir avec ce marché. Le gouvernement du Japon a essentiellement fait don de toute la technologie et de tout ce qui concerne ce marché. Pourquoi je parie sur le canal de Panama? Parce qu'évidemment, ils pourront demander une faveur plus tard et puis des langoustines. Langoustes, crabes, wow, oh mon Dieu. Il veut me faire un bisou. Juste derrière la partie couverte du marché aux poissons, après les allées où les grossistes déchargent. Leur montagne interminable de poissons frais. C'est là que vous trouverez les restaurants de fruits de mer du marché. Ce ne sont pas des endroits chics. Ce sont essentiellement des comptoirs avec des sièges en plastique à l'extérieur. Ils servent la spécialité locale, le ceviche, une variété de poissons crus marinés dans des jus d'agrumes jusqu'à ce qu'ils soient cuits. C'est bon marché, délicieux et aussi frais que possible. C'est tellement délicieux, c'est épicé, acidulé et frais, j'adore. J'adore aussi le jus de ceviche. Il a vraiment une belle acidité, tout ce qui concerne le ceviche ici au Panama. Il n'y a rien de mieux que de déguster ces fruits de mer frais directement ici au marché aux poissons. Absolument incroyable. C'était un déjeuner délicieux au marché aux fruits de mer. Juste derrière, vous avez le début de la promenade du front de mer, ou la Chenta Costanera, qui longe toute la baie de Panama. C'est très beau et d'ici, vous pouvez voir toutes les vues sur les bateaux de pêche, juste derrière le marché aux fruits de mer. Vous pouvez même apercevoir la vieille ville juste derrière le Mercado de Mariscos. Et de ce côté, vous avez les incroyables gratte-ciel de la ville moderne de Panama. La fièvre immobilière a déferlé sur la ville de Panama par vagues au cours des dernières décennies, avec une ligne d'horizon en constante évolution composée de gratte-ciel imposants et de condos étincelants, chacun rivalisant pour la vue prisée sur la côte pacifique, mais cela ne raconte pas toute l'histoire. Chaque grande ville a un quartier qui, malgré sa pauvreté, occupe une place particulière dans le cœur des gens. El Turillo à Panama est un de ces endroits, une extension physique du quartier historique de Casco Viejo. Il n'a pas connu la gentrification de son voisin raffiné. Les gens disent qu'ils ne viennent pas ici à cause de la violence, de la drogue, des bandes, des gangs, un peu de tout. Un mélange, car c'est en fait un stigmate. Eh bien, tu peux voir comment les choses changent parce qu'ici, ce sont les limites avec le centre historique, mais ici, c'est le centre historique. D'un coup, oui, tu entres, centre historique, mais tu regardes de l'autre côté des déchets, c'est ça? Donc, tu n'as toujours pas les mêmes services? Le service de ramassage des ordures et tout ça? Non, toujours pas. C'est un peu triste, non? La vie est un peu plus difficile ici pour les habitants, oui. El Turillo, avec ses défis sans fin, a été encore plus dévasté lors de l'invasion américaine du Panama en 1989 pour destituer l'ancien président Manuel Noriega. Avec les forces de défense de Noriega basées ici, la destruction des maisons et la perte de vies humaines ont laissé une profonde cicatrice dans le quartier. Les gens qui vivent ici, ils sont descendants de qui? De ceux qui sont venus? À la construction du canal, c'était des Antillais, beaucoup de Caribéens. Les maisons en bois qui sont dans ce style, ce sont celles qui étaient là au moment de la construction du canal français. Nous étions à la limite de la zone du canal contrôlée par les Américains, pas à l'intérieur. Ils ont beaucoup séparé les gens, n'est-ce pas? Les ouvriers et les Américains. Oui, pareil.
La vie n'est certainement pas facile ici et pourtant je vois un nombre surprenant de sourires sur les visages des gens. Un sentiment d'appartenance collective et de solidarité qui émerge généralement face aux moments difficiles et à l'adversité. C'est moi, le taxi de Panama, Willie Smith, numéro 1, fantastique. Voici le parc célèbre ici parce que les gens viennent jouer au domino. Tout au long de l'histoire de la construction. Mais ce qu'il y a, Panama n'a pas ce que les autres pays ont, mais il a un grand cœur. Oui, un grand cœur. Comme un pays chaleureux. Ah, chaleureux, très chaleureux. C'est comme une... C'est un bar qui regarde le football. Liverpool, Paris Saint-Germain. Oh, Liverpool, Paris Saint-Germain. Ceci, c'est le bar du quartier. Le bar du quartier. Le bar du quartier? As-tu déjà essayé la Balboa, la bière panaméenne? Non, je n'ai pas encore goûté de bière panaméenne. Totti, waouh, la Balboa. C'est la plus ancienne? La plus ancienne. il fait très froid. Qu'aimes-tu le plus à propos de la vie au Panama? Le camp. Sujeto ton quartier. Et les gens aiment danser ici. Tu les as en salsa. Oh oui, vous êtes musicaux aussi, non? Vous êtes très bons, non? Oui, oui. Ils jouent tout le temps? Ils jouent toujours d'ici. C'est le même groupe. Waouh, elle danse vraiment bien. Je suis très mauvaise, je ne sais pas danser. Au Panama, la religion est fidèle. C'est traditionnellement un terreau pour certains des meilleurs joueurs mondiaux. Ici, l'entraînement commence dès le plus jeune âge. Célèbre ici au Panama. Le baseball, Marco Dula. Et ce jeu vient des provinces? Correct, c'est le championnat national junior. Junior, ce sont les jeunes qui jouent. En effet, c'est ça le top flex. Quelle est sa province? La province de Chiriquí, qui est la province occidentale. Le stade Rod Carew de Panama City, nommé d'après le légendaire joueur de baseball panaméno-américain des ligues majeures, Rod Carew. Le stade est bondé pour la finale de ce soir. La foule est en délire. Les billets pour le match s'arrachent pour n'importe laquelle de ces places de choix. Observer les supporters est aussi spectaculaire que de regarder le match. J'ai été surprise d'apprendre que les fanfares ne sont pas employés par les clubs, mais qu'il s'agit plutôt d'un groupe de super supporters passionnés qui viennent au grand match, instruments à la main pour mettre l'ambiance. Et c'est ça, le match, la finale, le dernier match, c'est le 5e match d'une série de 7. Si Coq le gagne, il est déjà champion. Les gens commencent-ils à jouer au baseball ici dès leur plus jeune âge, dès 5 ou 6 ans? Oui, oui. Les académies repèrent-elles le talent? Oui, il y a beaucoup de recruteurs ici. Beaucoup de ces gamins signent déjà. J'ai été appelée par les recruteurs du MNB. Ah, vraiment? Wow! Donc, ils t'ont formé depuis tout petit, c'est ça? Tu es avec ta femme, tes filles, ma fille et son ami. Comment tu t'appelles? Alvaro. Malini Angelica, enchantée. Enchantée. Et pourquoi le baseball est-il si populaire ici au Panama? Depuis plus de 100 ans, parce que ce sont les Américains qui nous l'ont apporté. Oh, le canal, n'est-ce pas? Correct.
Les 2 dernières courses imparables d'Annabelle Sanchez ont permis à Copley de sceller la victoire et d'être couronné champion des championnats nationaux juniors du Panama 2025. Costa del Este, le terrain de jeu de la ville pour un mélange de jeunes Panaméens aisés, d'investisseurs étrangers et de touristes fortunés. Venez ici pour le genre de restaurant lounge chic en plein air que l'on trouve partout où il y a de l'argent. J'ai choisi de poursuivre mon exploration de l'abondance de délices côtiers du Panama. C'est vraiment l'autre facette de Panama City, tellement différente des quartiers autour de la vieille ville. C'est comme le côté moderne, très chic et riche de Panama City. Il y a du thon au taureau, du sashimi de saumon, du tiradito de céréales et une sauce miso sucrée, ainsi que des nigiri de thon et de saumon de première qualité. Je dois avouer que ces sushis sont absolument délicieux, le thon, le saumon, ils sont tellement frais à des années-lumière des marchés et de la plage de ce matin, et pourtant c'est étonnamment satisfaisant. Pendant la construction du canal de Panama, plus de 50 000 ouvriers antillais, dont ceux de la Jamaïque, de la Barbade et de Trinidad, ont migré vers le Panama, changeant ainsi le visage de la culture et de l'identité panaméenne. Isla Grande, à seulement 75 km de Panama City, du côté atlantique de l'isthme, est un tout autre univers. Une escapade de week-end très prisée par les citadins en quête d'une pause loin du stress de la semaine de travail. C'est un endroit pour se détendre, profiter du soleil des Caraïbes et laisser la mer opérer sa magie. Après un court trajet en bateau depuis le village de pêcheurs défavorisé de La Guaira, je suis arrivée dans ce que l'on ne peut décrire que comme un paradis. C'est ça qui rend le Panama si spécial, le fait que vous ayez un côté Caraïbe très tropical avec ses plages et îles magnifiques, où vous pouvez simplement venir le week-end si vous vivez ici et profiter du paradis. Franchement, c'est un cadre absolument splendide, vraiment à couper le souffle. C'est la grande. Comment tu t'appelles? Enrique, Angelica? Enchantée de te rencontrer, de même. Bien sûr, bien sûr. La vie aux Caraïbes? J'aime tout le Panama. La côte. C'est magnifique, tout est magnifique. La plage. Comment sont les Panaméens en tant que personnes? Excellent. Très bien, oui. Et les gens de Costa aussi? Des gens chaleureux? Oui. Quand vous venez dans les Caraïbes, pour moi, tout tourne autour des fruits de mer frais livrés plus tôt dans la matinée par les pêcheurs locaux. Dans une ambiance de cabane échouée, bien loin des complexes 5 étoiles brillants, le homard frais est cuit à la vapeur et nappé d'une sauce au beurre à l'ail, servi avec du riz à la noix de coco, un plat préféré de l'île. C'est tellement bon, exactement comme je l'aime, avec un peu de beurre, d'ail et de persil. C'est absolument délicieux. Cet endroit est incroyable. C'est tellement agréable que ce lieu soit encore aussi brut, préservé et vierge. Et c'est très rare de nos jours d'avoir ces îles caribéennes incroyables qui sont encore aussi locales et authentiques. Portobello, une ville fortifiée historique dans la province de Colón au Panama, abrite une grande communauté afro-panaméenne. Les descendants des esclaves africains amenés pour travailler dans les plantations et les mines pendant la période coloniale. À un moment de l'histoire, c'était la route commerciale la plus importante de toutes les Amériques espagnoles. C'est assez surréaliste de penser qu'il y a 500 ans, les Espagnols étaient ici, chargeant leurs galions avec tout l'or et l'argent qu'ils avaient pillé en Amérique du Sud, à destination de l'Espagne. Et bien sûr, ici, c'est la baie de Portobello, et il y avait beaucoup de pirates. Le plus célèbre étant le pirate britannique Sir Francis Drake.
Il est mort ici, au Panama, de la fièvre jaune, et la légende raconte qu'il a été enterré dans un cercueil de plomb au large de la baie de Portobello. Donc, son corps n'a jamais été retrouvé, mais ils ont trouvé les épaves de 2 de ses navires juste ici dans la baie. Alors, j'ai l'impression qu'il pourrait même y avoir un trésor caché quelque part par ici. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé à tout ce trésor, s'il a été retrouvé ou si une partie est encore enterrée au large. Apparemment, il y a un autre fort secret caché en face de cette baie, de l'autre côté, que j'aimerais voir si je peux trouver. Regardez ça, c'est incroyable. Ce fort est littéralement en ruine et il est maintenant complètement enveloppé par la jungle. J'ai repéré une maison secrète ici. Peut-être qu'il y a un trésor ou quelque chose comme ça. Waouh, regarde-moi ça. Est-ce que c'est ici qu'ils torturaient leurs prisonniers? Tu peux vraiment entrer à l'intérieur. C'est vraiment terrifiant. Qui était ici il y a 500 ans et qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Cet endroit ressemble à un labyrinthe qu'on peut explorer sans fin. C'est fou. Je viens de monter depuis le fort et tout en haut, il y a une autre partie en ruine, avec tous les canons pointés vers la baie, et puis cette vue magnifique sur la baie de Portobello, c'est à couper le souffle. Cet endroit semble figé dans l'histoire et j'ai vraiment l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes ou dans un film de chasse au trésor de pirates. Waouh! Le fleuve Chagres, au centre du Panama, abrite l'une des 7 communautés indigènes qui vivent le long de ses rives. Mon guide, Yoyi, m'emmène visiter un village indigène. Mais pour y arriver, nous devons d'abord remonter la rivière à bord d'une pirogue traditionnelle. Notre guide Ambera navigue avec expertise à travers le fleuve Chagres, parfois incroyablement peu profond et imprévisible, repérant les obstacles dans l'eau, mais trouvant toujours un moyen d'avancer. C'est vraiment étroit par ici, il est certain qu'aucun gros bateau ne pourra passer. Environ 3/4 d'heure plus tard, nous atteignons le village de Tusipono. Les Ambera, un peuple largement préservé du monde moderne, font partie des dernières tribus indigènes du Panama. C'est la façon traditionnelle de saluer quelqu'un. Oui, c'est la musique d'accueil. Ah, de la musique locale. Comme on peut s'y attendre d'un village autochtone au cœur de la forêt tropicale panaméenne, l'ambiance ici est plutôt détendue. Les Ambera vivent dans des huttes traditionnelles surélevées avec des toits de chaume. Les enfants courent et jouent dans la terre pendant que les adultes et les anciens se détendent autour du village. Une chose qui me frappe, c'est l'encre noire qui semble recouvrir la plupart des corps des villageois. Ces statues sont utilisées essentiellement, c'est comme une influence tribale. C'est simplement ce qu'ils font, mais aussi, elles ont des significations rituelles, comme par exemple, il y en a une que je connais qui s'appelle le serpent, cela signifie longue vie. Ils l'utilisent aussi, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, il a beaucoup de noir, c'est contre les moustiques, et aussi, quand ils partent à la chasse, ils l'utilisent pour le camouflage. Le camouflage et l'encre sont obtenus du fruit du jaguar. Du fruit, oui, c'est une graine et elle vient d'un palmier appelé awa. C'est une protection de l'esprit de la terre. Ce concept s'appelle la protection de l'esprit de la terre.
Donc oui, tu vas avoir une protection. Notre guide Ambera nous emmène en randonnée dans la jungle pour découvrir davantage la nature et la faune qui entourent le village. La tribu Ambera est connue pour son lien profond avec la nature, dépendant de la forêt tropicale pour la nourriture, les médicaments et les matériaux. Nous avançons sur les sentiers étroits, traversons la rivière et rencontrons des créatures intéressantes pendant que notre guide Ambera nous mène pieds nus. Ils vivent dans un environnement naturel et idyllique. Comme à l'époque ancienne, un morceau d'histoire qui n'a pas vraiment beaucoup changé, ce qui est agréable. Non, ça n'a pas tellement changé au cours des 2000 dernières années où nous avons vécu ici. Ils sont venus du Darien. Ils sont venus de Colombie, oui, et puis ils sont arrivés au Panama il y a peut-être 200 ans. Mais rappelle-toi, c'était comme le même pays parce qu'on faisait partie de la Grande Colombie, oui. De retour au village, les femmes et les filles se réunissent pour nous présenter leurs chants et leurs danses traditionnelles. Une belle expression de joie et d'appréciation de la vie qui a caractérisé chaque Panaméen que j'ai rencontré en chemin, quelle que soit son ethnie ou sa race. Assise ici à regarder le spectacle, je me rappelle pourquoi j'ai tant appris à aimer le Panama. D'innombrables gestes inattendus de chaleur et de gentillesse de la part d'inconnus, venant d'un endroit et d'une culture si différents des miens. Avant de partir, il y a un endroit où je dois aller pour un repas panaméen plus quotidien, plus typique. J'ai appris le mot panaméen le plus important, fonda. Ces petits restaurants de bord de route sont partout. De petits arrêts de restauration en plein air où les Panaméens vont prendre leur petit déjeuner et leur déjeuner. Le petit déjeuner, s'il vous plaît. Le plat typique du petit déjeuner, les hojaldres, moelleux, croustillants, aériens, une délicieuse gourmandise frite et salée, est servi avec un œuf, une tortilla, du fromage blanc et de la saucisse mijotée. Savoureux, rappelant légèrement la pâte feuilletée. Une nourriture maison, délicieuse et bon marché, qui ne vous coûtera que 4 $, café inclus, sans chichi, tout comme une cuisine maison honnête, c'est le meilleur que ces établissements préparent. Ils servent leurs plats tôt le matin et, une fois qu'il n'y en a plus, ils ferment pour la journée, alors allez-y tôt. Être panaméen, c'est être caribéen, américain, européen, noir, blanc et de toutes les couleurs entre les deux. Son canal, en fait, le carrefour du monde économique, mais son histoire, en fait, le carrefour de l'humanité. Un creuset d'ethnies qui se rassemblent toutes. Une confluence unique de cultures, d'une certaine manière encore plus grande que la somme de ses parties. Panama a une cuisine incroyable, des gens formidables, de la musique et des traditions. À tout le monde est le bienvenu et tout le monde devrait venir au Panama. Pura vida, Panama!